BFM Business, Tech RH, le grand talk. Et avec moi, Catherine Dercourt, psychologue et consultante RH chez Pearson Talent Lens, et Anna Michalek, psychologue spécialisée en neuropsychologie. Bonjour mesdames. Bonjour Alexia. Bonjour Alexia. Merci d'être avec nous sur les plateaux de Tech RH. Alors on va essayer de tout comprendre aujourd'hui sur les hauts potentiels intellectuels, ce qu'on appelle aussi les zèbres, les surdoués. On va essayer déjà de commencer par la définition. Anna, c'est quoi un HPI ? Alors déjà, quand on pense intelligence, il y a de nombreuses formes d'intelligence. Il y a l'intelligence sociale, émotionnelle, adaptative. Nous, lorsqu'on entend haut potentiel intellectuel, on entend potentiel comme capacité. En fait, un individu qui a un haut potentiel intellectuel, c'est un individu qui a des hautes capacités dans les domaines qui sont mesurés. Mesurés grâce à un test de QI, grâce au bilan Weiss 4. Et donc ce test de QI permet de quantifier, c'est ça, avec un certain chiffre. On dit qu'on est au potentiel intellectuel à partir de 130, c'est ça ? Oui, c'est exactement ça. C'est à partir de 130, ça concerne environ une personne sur 44, donc 2,3% de la population. Alors il représente certaines caractéristiques, paraît-il. C'est au potentiel. Est-ce qu'on peut en parler de ces caractéristiques ? Oui. Alors en fait, il n'y a pas vraiment de profil type du haut potentiel intellectuel. Néanmoins, on a quand même des capacités qui sont fréquemment corrélées avec un haut QI. Par exemple, on peut avoir une grande créativité, on peut avoir une vitesse de traitement de l'information qui va être supérieure, on peut avoir une intelligence intuitive. On a comme ça certaines caractéristiques sans pour autant trouver vraiment un profil type du haut potentiel intellectuel. Catherine, la notion de potentiel, elle évolue dans le temps ? Alors la notion de potentiel en entreprise, je vais dire, qui est un peu différente d'ailleurs de celle de haut potentiel qu'on a vu, qui est un peu plus clinique. Alors oui, elle évolue dans le temps. Je dirais que la notion de haut potentiel, il y a à peu près 20 ans, c'était quelqu'un qui a un gros QI. Okay. Donc on l'a vu, une capacité de traitement d'informations, une capacité de raisonnement un peu hors norme. Et je dirais que la notion de potentiel en entreprise était associée à un diplôme beaucoup. C'est-à-dire que ces QI étaient associés à quoi ? J'ai fait Polytechnique, j'ai fait l'ESSEC, j'ai fait HEC. Donc tout ça était très lié. Aujourd'hui, ça a évolué. Aujourd'hui, on voit que pour être désigné comme un haut potentiel en entreprise, il faut bien entendu avoir ce fameux QI qu'on n'évalue pas de la même manière, mais cette capacité de raisonnement un peu hors norme, mais aussi des caractéristiques plutôt de l'ordre de la personnalité, de la motivation, donc ce qu'on appelle un peu les soft skills aujourd'hui. Donc ça a évolué vers ce type-là. C'est-à-dire qu'avant, c'était plutôt « je raisonne bien », j'ai un cerveau bien fait. Aujourd'hui, c'est aussi « je sais engager les gens », je sais les motiver, donc j'ai du leadership. Donc ça a une notion qui, petit à petit, tient compte d'autres critères. On va effectivement évoquer ces autres critères qui véhiculent autour de ce QI, pas que la partie intellectuelle. On parle aussi d'hypersensibilité, Anna. C'est une caractéristique qui ressort très souvent, l'hypersensibilité chez les hauts potentiels. Oui, et qui est malheureusement assez mal connue. En fait, l'hypersensibilité, ce n'est pas juste avoir des émotions qui sont très très fortes. C'est effectivement avoir des émotions qui sont décuplées, mais c'est également un changement vraiment neurophysiologique qui se passe dans le cerveau et dans le corps de la personne hypersensible. Donc ce n'est pas uniquement ces émotions, c'est aussi une hyperréactivité aux sensations, une hypersensibilité vraiment aux stimuli extérieurs, à la lumière, au bruit. C'est vraiment des caractéristiques qui peuvent être très éprouvantes et très fatigantes au quotidien. C'est aussi vraiment une hypersensibilité interne, donc ça va être à la douleur, une hypersensibilité par exemple aux médicaments. C'est tout le corps qui réagit de manière amplifiée aux stimulations. Et quels sont, vous êtes d'accord, je vous vois dire oui de la tête. Oui, totalement. Oui, parce qu'en entreprise, c'est particulier parce qu'on a du mal à l'interpréter correctement, cette hypersensibilité. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, cette hypersensibilité, elle ne fait pas partie de la définition du haut potentiel en entreprise. C'est pour ça qu'on ne parle pas de la même chose. Dans le haut potentiel HPE, HPI, il y a de l'hypersensibilité. C'est pour ça que les hauts potentiels en entreprise ont du mal. Parce que, par exemple, en open space, c'est compliqué pour eux parce que beaucoup de stimulation, beaucoup de bruit, beaucoup de choses. Donc, en réalité, ce qu'on appelle haut potentiel aujourd'hui en entreprise est quelque chose qui est spécifique à l'entreprise, qui n'est pas le HPI, HPE dont on parle là. Pour avoir en entreprise des HPI, HPE, on va dire,
ce dont on parle. Il y en a. Avec cette... Et il y en a. Ah, il y en a. Il faudrait que l'entreprise revoie un petit peu sa notion de potentiel et de haut potentiel. Alors justement, quels sont les dispositifs qui sont mis en place par les grandes entreprises pour les détecter, selon vous, Catherine ? Alors, les dispositifs, ça part on va dire, de définir les critères. C'est la première chose. Donc, la première chose dans le dispositif, c'est qu'est-ce que c'est qu'un haut potentiel. Donc, un haut potentiel en entreprise, contrairement à ce qu'on a vu tout à l'heure, un haut potentiel en entreprise, c'est quelqu'un dont les caractéristiques laissent à présager qu'il pourra occuper des fonctions de dirigeant dans 2, 5 ou 10 ans. D'accord. Donc on fait de la voyance en fait. C'est une sorte de la voyance. Non, je rigole. Non, mais alors ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'on peut prévoir donc ce haut potentiel, en tout cas cette personne qui est aussi multipotentielle, hein, parce qu'il n'y a pas que le QI. On va parler aussi du coefficient émotionnel, mais on peut entrevoir que dans 4-5 ans, il y ait un poste de direction, mais pas tous les HPI sont faits pour être manager, parce que surtout quand on est hypersensible et qu'on a une pensée en arborescence, on n'a pas forcément envie de manager d'autres personnes qui ne comprennent pas forcément le HPI. Enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Oui, je suis totalement d'accord. Et c'est bien là où on emploie le même terme. Oui. La terminologie est la même. Potentiel, haut potentiel, mais ce n'est pas les mêmes. C'est-à-dire qu'un haut potentiel en entreprise, il est pas forcément heureux, ce n'est pas forcément adapté. Oui. Il y a plein de choses qui le font partir. En réalité, il ne reste pas longtemps parce que l'entreprise n'est pas adaptée à les accueillir. Et là, on parle de diversité. Alors, c'est intéressant parce qu'elle n'est pas adaptée pour les accueillir, mais encore faut-il les identifier et comprendre qui ils sont. D'où le dispositif que vous proposez. Oui. Alors, le dispositif qu'on propose, donc il y a cette identification de qu'est-ce que c'est qu'un futur dirigeant, qu'est-ce que c'est qu'un dirigeant dans 5 ou 10 ans. Donc, on a des critères, et ces critères vont s'exprimer souvent, on a 3 grands critères. Le premier critère correspond un peu au QI, mais ce n'est pas le QI, c'est ce qu'on appelle les aptitudes cognitives. Donc les aptitudes cognitives, c'est ce qui nous permet à tous de faire des liens entre les choses, de trouver du sens dans le chaos, d'avoir un raisonnement efficace, on va dire. Donc c'est ce qui nous permet de traiter rapidement, efficacement de l'info. Là, on a des gens qui écoutent l'émission, tout le monde traite l'information différemment. Il y en a qui vont la traiter très vite, d'autres plus lentement, et on ne va pas en retirer la même chose. Donc les aptitudes cognitives, c'est ça. Donc c'est le premier facteur, il est indispensable. C'est un peu le QI, mais version réduite, parce que c'est des épreuves qui durent 20 minutes, 15 minutes, là où on peut passer une demi-journée pour un QI. Donc ça, c'est le premier bloc. Le deuxième bloc, on va avoir la capacité à se développer. Et c'est presque une des plus importantes. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'on peut dire que dans 2, 5 à 10 ans, je me serai développée ? Potentiel, ça n'existe pas aujourd'hui. Le potentiel, c'est demain. Exact. C'est qu'est-ce qui va arriver. Donc là, on évalue la capacité à se développer. Est-ce que je suis quelqu'un qui est capable de se remettre en question ? Est-ce que j'ai une réflexivité ? Donc c'est le deuxième facteur. Et le dernier facteur, c'est des facteurs des compétences qu'on trouve dans les référentiels de compétences d'entreprise, comme le leadership. Mais alors, est-ce qu'il y a des limites à ces billets, justement ? Est-ce qu'il y a des limites à justement ces dispositifs et ces biais de ces dispositifs ? Oui, bien sûr. Il y a plusieurs biais. Je dirais qu'un des biais, c'est que très souvent, on se focalise sur la sélection et l'identification et pas sur le développement. Or, on peut identifier un potentiel, ça ne veut pas dire qu'il se réalisera demain. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans l'entreprise pour qu'il se réalise ? Je dirais qu'un autre biais, c'est est-ce qu'on peut en parler ? On peut tous dire. On peut tous dire. Alexia, dans Tech RH, on peut tous dire. On peut tous dire. Est-ce qu'un dirigeant doit être un haut potentiel ? Pas spécialement. Moi, je ne sais pas. Je pense on fait comme ça depuis 25 ans. Est-ce que ça veut dire qu'il faut continuer à faire comme ça ? Je ne suis pas sûre. Qu'est-ce qu'on fait des vrais hauts potentiels HPI, HPE, pas des potentiels dirigeants, mais des hauts potentiels en entreprise ? Comment on fait pour les attirer ? Comment on fait pour les garder ? Ça, ce n'est pas encore dans les dispositifs d'aujourd'hui. Exact. Il faudrait qu'ils y soient pour demain. Et là, on est dans des dispositifs qui ont déjà... Et c'est pour ça qu'on en parle dans Tech RH. C'est pour susciter cette vocation et cette envie, justement, de les détecter. Anna, justement, quelles pourraient être les adaptations pour éviter de mettre de côté ces HPI en entreprise ? Qu'est-ce qu'on peut conseiller aux RH, aux managers aujourd'hui pour justement les détecter et puis pour éviter qu'ils soient mis à l'écart ?
Globalement, une personne à haut potentiel intellectuel, scientifiquement, on voit vraiment qu'elle a de meilleures performances dans l'entreprise, que sa vie professionnelle pourrait être plus adaptée. Néanmoins, il y a quand même un fort taux d'insatisfaction qui est retrouvé dans l'ensemble de la population au potentiel intellectuel. Pour ça, il y aurait certaines effectivement adaptations à mettre en place, notamment des questionnaires d'insatisfaction, d'engagement dans le travail, pour éviter des syndromes d'épuisement professionnel ou des syndromes de lassitude et d'ennui. Donc les questionnaires pour commencer sur le bien-être, c'est vraiment hyper important. Alors c'est important ce que vous dites et j'invite aux téléspectateurs et aux auditeurs de rester avec nous parce qu'on va parler de ça justement dans la partie, une troisième partie d'émission. Mais je vous en prie Anna, continuez. Donc c'est vraiment cette mise en place de dispositifs qui permet de savoir si le salarié s'ennuie ou si justement il est trop surstimulé, alors peut-être à la limite du burn-out parce que c'est souvent ce qui lui arrive. C'est vraiment les deux syndromes retrouvés en lien avec l'insatisfaction. C'est un manque de satisfaction, donc un bore-out avec de l'ennui ou un burn-out avec vraiment un trop-plein de stimulation. Et donc, aujourd'hui, ça serait l'idéal, ça serait de pouvoir créer ce questionnaire. Comment alors, on a aujourd'hui un très bel outil, vous représentez... oui, on a tout à fait. Alors, on a chez Pearson une maison d'édition de tests, justement, qui vont venir tester les aptitudes cognitives, les motivations, la satisfaction, l'engagement. Donc, il y a tout un tas d'outils qui permettent de le mesurer, et notamment la satisfaction et l'engagement. Aujourd'hui, c'est un des outils... je dirais, qui est presque plus important, qui prend une importance énorme par rapport aux tests de personnalité classiques. Aujourd'hui, on sait que par rapport à des missions silencieuses, par rapport au contexte du travail aujourd'hui et par rapport justement au burn-out, par exemple, on a besoin de ces outils pour évaluer la satisfaction, l'engagement, est-ce qu'on est bien sur son job, de quoi on a besoin. Est-ce que selon vous, la manière dont les entreprises identifient les potentiels nous renseigne justement sur le potentiel de l'entreprise et sa vision RH ? Ah oui, bien sûr, parce que ça va nous renseigner. Le dispositif que l'entreprise met en place va nous renseigner sur ses capacités à innover, sur ses capacités à intégrer justement la diversité. On parle beaucoup de diversité, mais dans les faits, justement, les HPI, HPE, c'est 2% de la population, 2,3% de la population, c'est de la diversité. Donc comment on fait pour les intégrer ? Donc si le dispositif en lui-même ne fait que repérer des gens qui sont un tout petit peu, on va dire, hors normes, mais qui ne dérangent pas trop l'organisation, on n'a pas la possibilité d'innover dans une entreprise. Et Anna, on recommande, puisqu'il nous reste quelques secondes, on recommande fortement à tous ceux qui nous écoutent et qui soupçonnent d'être peut-être HPI, de faire le test. De faire le test auprès d'un psychologue ou d'un neuropsychologue. C'est important. Formé, voilà, formé, pas sur des tests sur Internet ou sur des applications mobiles. Qui n'ont rien à voir et qui voilà, c'est important de venir vous voir, mesdames, en tout cas, pour faire ce test.